À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Alexis Morin-Martel. Alexis est candidat au doctorat en philosophie à l'Université McGill. Sa thèse est composée d'une série d'articles axés sur la confiance envers les institutions publiques et les experts dans le contexte de l'émergence de nouvelles technologies liées à l'IA et aux médias sociaux. Son dernier article a été publié dans la revue AI and Society et porte sur l'impact de l'usage d'algorithmes par les juges sur la confiance qu'on devrait avoir en ces algorithmes. À l'émission d'aujourd'hui, on explore le terrain glissant de définir la confiance et puis, plus spécifiquement, la confiance à ce que nous dit un expert public sur une question donnée. Alexis présente les avantages de faire confiance aux experts plutôt que de faire ses propres recherches. Un terrain glissant avec l'afflux important de sources douteuses aux allures sérieuses. Alexis met l'accent sur le cas de figure de la pandémie et de la confiance envers les experts de la santé publique. Bonne émission. Bonjour Alexis, bienvenue à Parlons éthique. Bonjour Kevin, merci de l'invitation. Aujourd'hui, on va adresser une question qui nous a particulièrement touchés durant la pandémie, la question de la confiance en les experts. Je pense que ta recherche est partie d'un cas particulier que tu as vécu personnellement. Donc peut-être pour introduire le sujet, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu cette expérience que tu as vécue là qui t'a amené à faire ces recherches-là sur ce sujet-là finalement? Oui, donc si vous êtes comme moi, vous avez trouvé la pandémie longue, puis vous avez des amis qui l'ont trouvée encore plus longue que vous. Puis en plein milieu de cet épisode pandémique, je recevais un de mes amis à souper, puis à peu près 2 gorgées dans la première bière, il a commencé à m'exposer ses théories sur la COVID, selon laquelle, dans le fond, la COVID-19 était une conspiration de nature planétaire. Donc, mon premier réflexe a été de me dire que la soirée allait être plus longue que prévu. Puis mon deuxième réflexe a été de tenter de contre-argumenter contre mon ami. Rapidement, par contre, j'ai réalisé que, alors que moi, j'avais suivi ces théories-là sur le complot qui serait impliqué dans la COVID de manière assez distraite, lui suivait très attentivement tout ce qui se produit dans les médias, faisait partie de plusieurs groupes Facebook et Reddit qui discutaient de leurs théories sur la situation. Et à chaque argument que je présentais contre sa position, paf, un contre-argument surgissait à l'instant. J'étais dans une situation assez particulière parce que j'avais l'impression de manquer d'ouverture d'esprit envers mon ami en voulant pas adopter sa position alors que j'étais incapable de contre-argumenter contre lui. Mm-hmm. Mais j'avais quand même l'intime conviction qu'il se trompait, qu'il était dans l'erreur. Puis donc, à un moment donné, tout ce que je pouvais faire, c'était de me rabattre sur des experts, des personnes en qui j'avais confiance, qui représentaient les autorités publiques en matière de santé. Puis c'était tout ce que je pouvais agiter comme espèce de petit drapeau face à ces arguments. Mm-hmm. Puis on peut se demander, à juste titre, si c'était suffisant. Mm-hmm. Est-ce que j'aurais dû changer d'idée? Est-ce que j'ai manqué d'ouverture d'esprit? C'est ça qui m'a amené à me poser la question de la confiance envers les experts. Ben, en fait, je pense que c'est une espèce de situation que plusieurs personnes ont peut-être vécue sur différents sujets. Donc, j'ai l'impression que ça va nous parler, mais on en a discuté, toi et moi, souvent. La confiance, c'est un thème qui est vraiment difficile. Puis là, on parle d'un type de confiance particulière que tu as abordé, la confiance épistémique. Et aussi, on peut la distinguer de quelque chose qui est proche, qu'on appelle en anglais la mere reliance, qu'on va appeler compter sur quelqu'un ou s'appuyer sur quelqu'un. Et toi, tu fais une distinction entre ces deux-là. Donc, il y a plusieurs concepts qui ne sont pas si compliqués, mais qui sont un peu glissants. Et on a toujours l'impression qu'on ne réussit jamais à l'attraper exactement. Donc, peut-être pour ouvrir sur le sujet, peut-être nous commencer par nous dire, qu'est-ce que tu entends quand tu dis avoir confiance? Oui, donc c'est vrai que la confiance, c'est un terrain particulièrement glissant parce que c'est à la fois très intuitif. Mm-hmm. Tout le monde a une idée sur la confiance, en tout cas, je l'espère pour les auditeurs et les auditrices. Puis en plus, c'est excessivement théorisé. Quand on finit par s'y pencher un instant, on réalise que c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue théorique. Il y a beaucoup de théories philosophiques là-dessus. Donc, pour y aller de manière assez large, au risque de couper un petit peu les coins ronds, une conception assez prévalente sur la confiance, c'est qu'elle est spécifique à un domaine ou à une action donnée. On ne fait pas, du moins selon la plupart des théories, on ne fait pas confiance à une personne dans tous les domaines. On fait confiance à une personne dans certains domaines restreints. Mm-hmm. Donc, de manière caractéristique, la confiance, ça pourrait être Alexis fait confiance à Kevin pour ne pas le ridiculiser durant son podcast, par exemple. Donc,
Je vais rajouter des bruits de pète pendant que tu parles. C'est très gentil. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on peut se demander pourquoi ça a cette forme-là. Pourquoi la plupart des gens pensent ça? Parce que peut-être de manière plus générale, on pourrait dire non, mais je fais confiance à mes parents, je fais confiance à mes amis, puis j'ai pas besoin de spécifier sur quoi, je leur fais confiance. Mhm. Si on creuse un peu, selon moi, non. La raison, c'est que la confiance implique une certaine forme de vulnérabilité. Si je fais confiance à ma conjointe pour venir me chercher après le travail, c'est parce que il y a quelque chose en jeu. Je dois me rendre chez moi ou quelque chose du genre. Si je suis complètement indifférent au fait qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas me chercher, eh bien, on ne pourrait pas dire, selon ma théorie, selon la théorie communément admise, que je fais confiance à ma conjointe pour ça. Puis la confiance, donc, implique cette vulnérabilité-là, puis ce qui explique qu'on ne peut pas nécessairement faire confiance à quelqu'un dans tous les domaines, parce que, ben, tout simplement, les gens sont parfois pas compétents Mhm. dans certains domaines. J'espère que personne ne me fera jamais confiance pour faire une opération à cœur ouvert. Ça va très mal se dérouler. Puis aussi des domaines dans lesquels on n'est pas volontaire pour que notre aide soit sollicitée. Mhm. J'espère qu'on ne me fera jamais confiance pour enterrer un cadavre. Mhm. Parce que je ne collaborerai pas. Mhm. Je vous le dis d'avance. Donc, si on fait un petit résumé, on a 2 éléments qui sont essentiels. Premièrement, c'est sur un domaine spécifique. Donc, tu peux me faire confiance pour enregistrer le podcast, mais tu ne peux pas me faire confiance, par exemple, pour faire une opération à cœur ouvert, parce que finalement, je n'ai pas les compétences pour pouvoir accomplir ce que je voudrais accomplir. Et il y a un aspect de vulnérabilité aussi qui est en jeu. On n'aurait pas besoin de faire confiance à quelqu'un si on n'avait pas, si ça n'avait pas aucune importance pour nous. Exact. Puis c'est la raison, cette vulnérabilité-là est une raison pour laquelle la confiance est relative à des domaines plus restreints. Aussi, oui, effectivement. Ouais. Et donc, la confiance, c'est assez large, par contre. On a parlé d'action, mais action au sens le plus large possible. Hein, parce que je peux te faire confiance pour enregistrer un podcast, mais je peux aussi te faire confiance pour ne pas révéler un secret embarrassant par rapport à moi, ce qui est un cas assez classique de confiance. On fait confiance à nos amis, normalement, pour ne pas le faire. Et dans le cas de la confiance épistémique, ce pourquoi on fait confiance à l'autre est plus restreint. On fait confiance dans ce contexte-là, au témoignage d'une personne de manière à former des croyances de manière systématique sur un sujet donné. Donc, toi, Kevin, tu es un expert en skateboard. On pourrait dire ça, oui. Définitivement. En tout cas, par rapport à moi, tu en es un. Tu es quelqu'un à qui je fais confiance. Par rapport à ça, tu en connais plus sur le sujet que moi. Et donc, si tu me dis quelque chose par rapport à une certaine marque de skateboard ou par rapport à la difficulté relative d'une manœuvre, eh bien, je vais former la croyance qui correspond à ton témoignage. Si tu me dis que faire un ollie, c'est moins difficile que faire un kickflip, j'adopte la croyance sans réfléchir. Là, on a parlé de la confiance, mais on n'a pas parlé du fait de s'appuyer. Hein? Ce qu'on a dit qui, en anglais, s'appelle la mere reliance. Donc, qu'est-ce qui distingue le fait de faire confiance du fait de simplement s'appuyer sur une autre personne? Pour le voir, c'est peut-être plus facile de se tourner vers des situations de la vie courante. Donc là, tu m'as invité à 2h pour qu'on enregistre un podcast à McGill. C'est arrivé à 2h20. Ouais, j'ai pas été particulièrement digne de confiance. Mais comme je sais exactement que tu es toujours 10-15 minutes en retard au moins, je m'en attendais, donc j'ai pas eu de sentiment négatif quand tu es arrivé. Je demanderai à mes futurs employeurs potentiels de ne pas accorder confiance à cette partie du podcast. Donc, revenons à la situation. Tu m'as invité, je me suis engagé à me présenter à 2h, et dans la mesure où je ne me serais pas présenté, il semble qu'il y aurait une attente, une confiance qui aurait été brisée dans ce contexte-là, parce que j'aurais pu évidemment donner des raisons, mais de prime abord, je m'étais engagé à le faire. On était dans une situation où tu dépendais de moi pour enregistrer ton podcast, et donc, il y aurait eu quelque chose comme un bris de confiance. Comparons ça à une deuxième situation. Imaginons que je sois le genre d'étudiant qui est à McGill chaque jour de la semaine, de manière régulière, plus régulier qu'une montre suisse. Dans ce cas-là, tu aurais pu te dire hier soir, ah bon, on s'est dit depuis un moment, moi et Alexis, qu'on allait faire un podcast. Il va être là demain, il est toujours là. On va enregistrer le podcast. Dans ce deuxième cas-là, si cette journée-là, exceptionnellement, je ne me présentais pas à McGill, il semble que ça aurait été un peu fort de parler d'une confiance brisée. Dans ce deuxième cas-là, tu dépendais de moi pour enregistrer ton podcast, mais en fait, tu as incorporé le fait que j'allais être à McGill comme j'y suis chaque jour,
à tes décisions par rapport à tes propres actions seulement sur la base du fait que tu as jugé que c'était très, très probable que j'y sois. Donc, c'est une espèce d'évaluation de la probabilité. Mais une manière de distinguer les deux, peut-être, c'est de voir qu'il y a quelque chose de plus que des attentes purement prédictives quand il s'agit de confiance. J'imagine, en fait, tu l'as presque nommé, mais il y avait certaines attentes morales ou normatives qui étaient en jeu. C'est-à-dire que si tu viens pas, j'aurais été fâché. Alors que si je m'attendais à ce que tu viennes parce que tu viens toujours, je faisais juste compter sur toi, ben là, si j'avais été fâché, ça serait un peu inadéquat de ma part d'être fâché pour toi. Donc, c'est un des indicateurs dans nos comportements ou la façon dont on réagit à un prix de confiance qui indique qu'on parle de confiance et non de compter sur quelqu'un ou la mere reliance, c'est le fait que quand il y a un prix de confiance, ben, il est rationnel ou il est légitime d'avoir des sentiments négatifs par rapport à l'autre. Tout à fait. Donc, le premier élément, selon ma théorie, il y en a deux. Ce sera pas trop compliqué. Faites-vous-en pas. Le premier élément qui distingue la confiance du fait de simplement s'appuyer sur quelqu'un, simplement compter sur quelqu'un, eh bien, c'est les attentes normatives. Donc, à partir du moment où je m'étais engagé à venir, tu n'avais pas juste une attente prédictive que je sois là, tu savais que je devais être là parce que j'ai donné ma parole. Puis là, j'utilise devoir au sens normatif du terme. Une manière de distinguer la confiance du fait de simplement compter sur quelqu'un, c'est la confiance quand les choses se passent mal, quand la personne ne fait pas ce qu'on lui fait confiance pour qu'elle fasse. Ouf, ça se décroche, ça. Ça entraîne des attitudes réactives négatives. Donc, des attitudes qui sont une réaction au comportement de l'autre et qui sont négatives, comme du ressentiment, un sentiment de trahison, comme tu disais plus tôt. Ça, c'est un premier élément qui, selon moi, distingue la confiance du fait de simplement compter sur quelqu'un. Et la deuxième? Donc, selon moi, à partir du moment où on a des attentes normatives, un autre élément qui suit presque invariablement dans les cas de confiance, c'est qu'on a des raisons que certains appellent des raisons préemptives de ne pas se protéger de la possibilité que l'autre n'agisse pas de la manière dont on lui fait confiance. Donc, je ne me suis pas trouvé un backup pour parler de la confiance aujourd'hui au cas que tu ne sois pas là parce que j'avais confiance en toi. Mais si j'avais pas eu confiance, j'aurais pu amener d'autres choses pour faire d'autres travaux, etc. Et comme j'avais confiance, je me suis pas protégé contre le fait que tu ne te présenterais pas, par exemple. Oui, contre la possibilité que je ne me présente pas. Très bien. Et le cas classique dans la littérature, c'est si vous engagez quelqu'un pour s'occuper de vos enfants, un babysitter, eh bien, si vous mettez des caméras pour la surveiller pendant qu'elle fait son travail, la personne, bien, clairement, vous ne faites pas confiance au babysitter en question. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Une des caractéristiques principales de la confiance, comme on l'a dit, c'est une vulnérabilité. Même si, comme on le voit dans le cas du fait de simplement compter sur quelqu'un, on peut aussi subir un préjudice. Dans le cas où tu t'es attendu à ce que je me présente parce que chaque jour je suis à McGill, eh bien, tu aurais pu quand même en souffrir parce que tu voulais vraiment organiser ton podcast. Mais il semble qu'il y ait une vulnérabilité supplémentaire dans le cas de la confiance qui vient du fait que tu aurais pu te protéger, justement, en trouvant une alternative en dehors du travail, mais que tu ne l'as pas fait parce que tu me faisais confiance. Donc, c'est une raison pour ne pas te protéger. Ce qui fait que c'est absolument encore plus brutal quand une personne se révèle indigne de notre confiance. Oui. Mais est-ce que cet aspect-là, il n'est pas aussi présent pour la reliance quand on compte sur quelqu'un? Parce que si je compte sur quelqu'un, si je fais simplement compter que tu sois là, j'ai l'impression que j'ai quand même une raison de peut-être pas faire autre chose. Est-ce que ça s'applique aussi à la reliance? Mais dans les cas classiques où on compte simplement sur quelqu'un, où on fait simplement compter sur quelqu'un, eh bien, il ne semble pas que le fait que tu comptais sur moi aurait dû te pousser à ne pas te prendre de précautions. Le fait que tu aurais amené du travail supplémentaire, que tu serais prévu quelque chose au cas où je vienne pas, me semble absolument pas indiquer que tu n'avais pas confiance. Puis même, tu sais, dans le cas où tu me fais confiance pour arriver là, si j'arrivais sur la base de notre entente, puis finalement, je vois que tu étais préparé à faire autre chose, puis que clairement, tu donnais beaucoup de poids à la possibilité que je sois pas là, mais moi, ça me dérangerait. Aussi, oui, les émotions sont de l'autre côté aussi. Ça peut arriver. Ah, c'est intéressant, si je babysitte un jour tes enfants, puis que je remarque qu'il y a des caméras pour m'observer, je pense que je vais passer mon tour la fois d'après, tu sais. Ouais, je comprends. Donc, c'est bon, c'est intéressant, ça. J'essaie de rester plus du côté de la personne qui fait confiance, mais on peut le voir aussi. Oui, on peut le voir de l'autre côté. Vraiment, vraiment intéressant.
Cool. Là, on parlait de côté super interpersonnel. C'était cool. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est des experts publics, par exemple, parce que là, ton exemple classique que tu nous as dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui arrive avec une théorie par rapport à quelque chose que les experts sont en désaccord et l'autre personne a des arguments inverses qui semblent aller complètement à l'inverse de ce que les experts disent. Donc, est-ce que peut-être nous parler un peu plus spécifiquement là, de la conférence épistémique et quand ça a lieu avec des experts publics? Oui, donc, les cas classiques de confiance, les plus étudiés, c'est des cas interpersonnels. C'est des cas avec la famille, avec les amis, avec des gens qu'on connaît bien. Jusqu'à tout récemment, la littérature du rapport envers les experts puis le public n'était pas souvent analysée sous cet angle-là dans la littérature philosophique. C'est quelque chose qui est d'ailleurs un peu sous-étudié s'il y a des philosophes à l'écoute qui ça pourrait intéresser. Il y a une notion qui est celle des autorités épistémiques depuis Joseph Raz, qui a été repris quand même souvent dans la littérature. Mais dire que le rapport entre le public et les experts est un rapport de confiance, c'est pas quelque chose qui va de soi. OK. Moi, selon ma théorie, la confiance, on peut avoir confiance en des experts, même si on n'a pas de rapport personnel avec eux. Donc, ça dépasse cette frontière-là. Puis, la raison pour laquelle je pense que c'est le cas, c'est que je crois que envers certains experts, on a à la fois des attentes normatives et des raisons préemptives. Donc, vous vous rappelez, c'est les deux éléments qui distinguent la confiance du fait de simplement compter sur une autre personne, selon moi. Fait qu'on pourrait être fâché que la personne, ou on pourrait être indisposé parce que elle était censée connaître son domaine et elle ne le faisait pas. Là. Oui, comme le médecin, par contre, par exemple. Ah, mais lui, ça, c'est interpersonnel. Mettons une autorité publique qu'on n'a jamais rencontrée qui nous dit ça par rapport à la COVID et finalement, ça s'avère faux. On pourrait se sentir lésé par rapport à ça. Oui, donc, pour le voir, moi, je pense que dans certains cas, il y a certains experts pour lesquels on compte simplement sur eux. On n'est pas dans un rapport de confiance. Peut-être que ça va être plus utile de l'illustrer de cette manière-là. Donc, je suis absolument nul en hockey, mais j'ai quand même essayé une métaphore en bon québécois. C'est pas une métaphore, mais en tout cas un exemple de hockey. Je pense que l'entraîneur-chef du Canadien en ce moment, c'est Martin Saint-Louis. Aucune idée. Non, oui, en tout cas. Ça, c'est un ancien joueur, par exemple. Ça, je sais ça. Oui, un très bon joueur, je pense de Laval. Mais bref, Martin Saint-Louis, c'est l'entraîneur-chef du Canadien. Puis, évidemment, il en connaît beaucoup plus par rapport au hockey que moi et que toi, comme on vient de très bien illustrer. Puis oui, effectivement, étant un ancien joueur professionnel puis entraîneur-chef d'une équipe comme le Canadien, évidemment, il en connaît beaucoup. Par contre, donc, dans beaucoup de cas, ce serait tout à fait raisonnable pour moi dans la mesure où il parle de hockey. Il fait un témoignage sur le hockey, sur la valeur d'une certaine position stratégique par rapport à une autre, ou que sais-je. C'est tout à fait raisonnable pour moi d'adopter ses croyances. Mais peut-être la raison pour laquelle je ne parlerai pas de confiance envers lui, c'est que il semble qu'il y a plein de cas où, par exemple, il pourrait parler, par exemple, de la force relative d'un nouveau joueur qui vient d'arriver chez le Canadien. Il pourrait dire, oui, ça, c'est un jeune qui a du potentiel, qui a du talent, puis tout ça. Puis, il y a des chances, il y a des grandes chances que ce soit vrai, ce qu'ils disent, puis que je devrais adopter son témoignage. Mais il se peut que le joueur, en fait, il est la cible d'un échange potentiel, puis que les intérêts du Canadien en ce moment sont, en tant qu'équipe, ce serait de le faire mieux paraître qu'il n'est réellement un joueur. Puis, donc, en tant qu'entraîneur, en tant que personne qui est loyale à son équipe, eh bien, peut-être que l'entraîneur-chef, il met un peu de poids sur le crayon quand il parle de ce joueur-là. Puis donc, s'il s'avère que finalement, il ne trouvait pas si bon que ça, mais que dans le contexte, c'était la chose à dire pour son équipe, il me semble que ce serait difficile de dire que j'avais des attentes normatives particulières qui me doivent la vérité sur ce qu'il pensait réellement du joueur. Parce que je sais qu'ultimement, sa loyauté devrait être avant tout son organisation. C'est son rôle de favoriser cette organisation-là par rapport aux autres, dans un contexte où il y a énormément d'argent en jeu, où les échanges sont parfois difficiles à faire aboutir. Donc, s'il était sur la place publique et il disait ça, tu n'as pas nécessairement confiance en lui. Mais si vous êtes l'un et l'autre ensemble et qu'il sait que tu n'es pas dans le monde du hockey et que là, il disait ça, là, tu pourrais avoir confiance en lui parce qu'il n'y a pas de raison à l'extérieur qui pourrait faire en sorte qu'il ne dirait pas la vérité, en fait. Là.
s'il présumait que j'allais pas aller répéter ce qu'il disait à tout le monde, peut-être, là, s'il était sûr que j'allais pas répéter, s'il me faisait confiance que j'allais pas aller répéter, ben oui, si j'avais un rapport de proximité avec cette personne-là, ben là, peut-être que ce serait plus compliqué. Si c'est un très bon ami, puis qu'il me le disait en privé, puis qu'il me mentait par rapport à ça, oui, j'aurais probablement quelque chose comme des attentes normatives. Mais dans le cas d'espèce, qui est celui du public qui connaît pas vraiment cette personne-là, qui la voit faire un témoignage à la télévision, ben, il me semble pas qu'elle soit en position de faire cette distinction-là. C'est tout à fait raisonnable dans ce cas-là de s'appuyer sur son témoignage. Mais de parce pas que avoir confiance. De manière probabiliste, il y a beaucoup de chances que ce qu'ils me disent va mieux m'informer sur le hockey que je ne pourrais le faire par moi-même. Tu sais, dans un sens, le fondement, peut-être que ce serait important de le dire à ce moment-ci, dans la plupart des cas d'espèce, ce qui rend tout à fait raisonnable de m'appuyer sur l'appui d'un expert plutôt que de moi-même faire ma propre évaluation de la situation, c'est que je suis parfaitement conscient qu'en m'en remettant à son avis exprimé, à cet expert-là, j'ai plus de chances d'atteindre la vérité qu'en tentant moi-même de faire mes recherches sur le sujet. Mais il y a quand même une distinction à faire, je pense, entre le fait de s'appuyer sur une personne et faire confiance. Donc, on voit que ce premier aspect-là, il y a des experts, même si on les sait très compétents dans leur domaine, où on voudrait quand même pas leur faire confiance parce qu'on n'a pas d'attente normative à leur égard, puis on n'a pas le sentiment de trahison si justement cet entraîneur-chef-là me révélait pas toute la vérité par rapport à la force d'un joueur. À l'inverse, on a ces attentes normatives-là particulières envers une catégorie d'experts que j'appelle des experts publics, c'est-à-dire des experts qui représentent des institutions publiques. Par exemple, pendant la pandémie, quand il s'est avéré que, je suivais les commentaires du docteur Arruda à la lettre, puis ça. Puis à un moment donné, quand il s'est révélé qu'il y avait un aspect éminemment politique dans certaines de ses recommandations, moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'excessivement difficile, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul, parce que cette personne-là représentait un expert dans un domaine qui nous touchait toutes collectivement, puis malgré ça, certaines de ses recommandations n'étaient pas toujours parfaitement... Il s'est révélé après coup que certaines de ces recommandations-là ne suivaient pas toujours le consensus scientifique sur la question. Donc ça, c'est un cas dans lequel, contrairement aux joueurs de hockey, il semble que se sentir trahi, sentir un peu de ressentiment même, me semblait plus à propos. Oui, parce que son objectif, c'est le bien public. L'objectif de l'entraîneur du Canadien, ce n'est pas que les gens soient bien informés sur la qualité des joueurs. Donc, on avait vraiment une attente parce que dans ce contexte-là, on s'attend à ce qu'ils nous disent la vérité. Exactement. Donc, dans le fond, peut-être que la raison pour laquelle on nous attend, comme tu viens de le dire, envers le docteur Arruda, qu'on n'a pas envers Martin Saint-Louis, c'est que les institutions publiques qu'il représente, dans nos sociétés très, très, très complexes, jouent un rôle de médiateur dans nos relations interpersonnelles. On est tellement... on est quoi, 8 millions au Québec? On n'a pas de rapport interpersonnel proche envers la grande majorité des autres Québécois et Québécoises. Mais, dans un sens, nos institutions publiques, le rôle qu'elles nous permettent de faire, c'est une certaine forme de coopération. Elles nous permettent de travailler ensemble. Puis, la confiance, l'objectif fondamental du fait de faire confiance aux autres, c'est de pouvoir accroître notre capacité à la coopération. Un but de la confiance centrale, c'est de pouvoir déléguer certaines tâches aux autres, puis d'avoir la conviction que ces tâches-là vont être remplies. Donc, quand une personne qui représente ces institutions publiques-là, qui sont censées nous aider à mieux coopérer, trahit notre confiance, c'est normal, je pense, d'avoir des attitudes réactives négatives. Donc, on sait que les experts méritent notre confiance et que s'ils la brisent, ils méritent aussi d'avoir nos sentiments négatifs. Parce qu'ils ont les connaissances nécessaires pour le faire et ils ont le devoir de nous informer correctement. Donc, comme on l'a dit, la confiance, ça amène un très haut degré de vulnérabilité. Donc, quand on a un rapport de confiance et que ce rapport-là, dans le fond, la pire situation dans laquelle on peut être, c'est faire confiance à une personne qui se révèle être indigne de confiance. Donc, si la confiance a une valeur, comme je vais argumenter par la suite, eh bien, ça ne peut être que la confiance qui est bien placée envers une personne qui est digne de confiance. Évidemment. Oui, mais c'est évident, mais ça vaut quand même la peine d'être dit, parce que pour une grande partie de la population, c'est pas clair que les experts, les autorités publiques sont dignes de confiance. Il y a plein de gens qui viennent de groupes marginalisés, qui ont des expériences négatives envers les autorités publiques. Si on regarde l'histoire, par exemple, des peuples autochtones par rapport à la médecine, il y a des très, très, très bonnes raisons de ne pas faire confiance sur la base de l'histoire
que les gens ont avec les institutions publiques. Donc, c'est normal que ce que je veux dire, c'est que il faudrait pas présumer du fait qu'il y a peut-être une valeur à la confiance. Il faudrait pas en tirer la conclusion que donc les gens doivent faire confiance aux autorités publiques. Parce qu'il n'y a rien de pire dans un sens que de faire confiance à une personne qui est indigne de ta confiance puis qui te trahit. Oui, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de pire que la exact. confiance. C'est ça, c'est bien dangereux. dit, Ouais. ça. Mais c'est la question de la vulnérabilité, hein, c'est ouais. ça. Mais je pense que oui, je pense que c'est la question qui est au cœur de la confiance. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, à petite parenthèse ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que les personnes qui ont le plus théorisé la confiance, c'est des autrices. Donc, c'est plus des femmes que des hommes qui ont théorisé la confiance. Puis une des pionnières sur cette question-là, Annette Beyer, disait que c'était pas anodin que ce soit des femmes qui les théorisaient en premier. Parce que, dans le fond, dans des sociétés patriarcales, elles avaient peut-être une compréhension plus aiguë de cette vulnérabilité-là, puis elles devaient plus souvent dépendre, puis devoir faire confiance à des gens. Puis donc, c'est un thème assez riche aussi pour cette question-là. Puis donc là, on a la première raison. On peut avoir des attentes normatives envers les experts, mais rappelons-nous que selon ma théorie, il y a aussi un deuxième aspect qui est les raisons préemptives. Est-ce que les experts nous donnent des raisons préemptives? Selon moi, oui. Selon moi, le fait qu'un expert de la santé publique me dise à un certain moment que de mettre le masque, c'est la meilleure manière d'éviter la propagation des microbes, non seulement me donnait une raison de porter ce masque en question, parce que je faisais confiance à ce témoignage-là, mais en plus, ça me donnait une raison de ne pas faire des recherches par moi-même sur ce sujet-là. Je pense que ça, c'est un aspect important. Donc, comme on l'a dit, la confiance donne des raisons préemptives, au sens où faire confiance à une personne implique de ne pas prendre des mesures qui pourraient nous prémunir contre le fait qu'elle nous trahisse. Mais dans le cas de la confiance épistémique, quand une personne me dit « tu devrais mettre un masque », c'est une autorité publique en qui je fais confiance, la manière de ne pas me prémunir, c'est de ne pas, par moi-même, aller faire des recherches sur ce sujet-là. C'est une réponse, je pense, qu'on a dans plusieurs cas d'espèce. Quand un médecin en qui je fais confiance, même si je n'ai pas une relation de proximité avec cette personne-là, quand un médecin provenant d'une institution respectable, je ne sais pas trop ce que ça veut dire une institution respectable dans ce contexte-là, je ne les connais pas très bien, mais l'idée, ce serait que dans la mesure où j'ai confiance en un médecin, quand il me dit quelque chose, c'est une raison pour croire cette chose-là. Il me dit « Ah, mais en fait, tu penses que tu as mal à la cheville, mais c'est au niveau de la tâche, je sais pas moi, je connais rien en médecine, mais c'est au niveau de la tâche des muscles dans ton genou, puis c'est pour ça que ça se répercute dans ta cheville. Donc, tu as mal à la cheville, mais en fait, le cœur du problème, il se situe plutôt dans ton genou. » C'est pas une raison parmi d'autres pour adopter la croyance que mon problème est au niveau du genou. C'est une raison qui balaie les raisons que moi-même j'aurais pu avoir par rapport à ce sujet-là. C'est une raison qui me pousse à ne pas aller googler par moi-même mes symptômes puis découvrir que je souffre de cette maladie orpheline. C'est une raison pour ne pas faire ça. Puis donc, ça, c'est quelque chose de très important. Il va falloir argumenter pourquoi ça a une valeur de ne pas faire nos recherches par nous-mêmes dans ce contexte-là. Oui, évidemment, parce que je pense que la plupart d'entre nous croient qu'il est toujours mieux d'être capable de pouvoir défendre soi-même les positions qu'on tient plutôt que de juste avoir confiance en un expert. Parce que si jamais tu as à le défendre ou si jamais tu as un cas un peu particulier où tu dois prendre une décision, si tu sais pourquoi tu tiens une position plutôt qu'une autre, ben, y a certains avantages, mais il y a certains désavantages aussi. Et je pense qu'on a tendance à mettre l'accent sur les avantages, mais pas sur les désavantages. Et il y a plusieurs risques qui viennent à ne pas avoir confiance en les experts. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ces risques-là ou des avantages à avoir confiance? Oui, donc, je pense que tu l'as bien dit. Dans le fond, une idée reçue assez prévalente, c'est qu'on devrait toujours être capable de faire nos recherches par nous-mêmes. On devrait toujours être en mesure de défendre des positions auxquelles on croit par nos propres arguments. Puis... Et c'est ce que Google permet, hein? Parce qu'avant, c'était difficile de faire de la recherche. Il fallait que tu aies une bibliothèque, tu trouves le bon livre, tu le prennes, tu le livres, 300 pages. Maintenant, tu peux avoir des résumés sur Internet, etc. Et il n'y a jamais eu selon plusieurs, autant de désinformation. On a toutes les raisons pour avoir que les gens soient mieux informés. Et on a l'impression que les gens sont peut-être moins informés puisqu'on a plus d'informations. Donc, il semble y avoir quelque chose qui se passe là qui va peut-être soutenir ta thèse. Oui, donc ça, c'est un fait. Il y a énormément de désinformation qui se propage sur les médias sociaux. Puis d'ailleurs, je pense qu'il faut partir de là pour voir l'intérêt de la confiance dans le contexte dans lequel on navigue.
on n'a jamais été autant bombardé d'informations, puis on n'a jamais eu autant de capacité à aller s'informer. Des fois, je pense qu'il faudrait peut-être mettre un guillemet sur s'informer. Là, ça paraît sûrement pas dans le podcast, mais mes doigts font le signe d'un guillemet. Donc, on a une capacité à aller chercher de l'information, mais on est aussi dans des environnements qui sont excessivement difficiles à manœuvrer. C'est des environnements dans lesquels c'est difficile de s'y retrouver. La plupart d'entre nous s'informent sur les médias sociaux, dont le premier but n'est pas d'informer. L'objectif principal, c'est de susciter de l'engagement. C'est que les gens demeurent le plus longtemps possible sur les médias sociaux en question. Donc, une des bonnes manières d'y parvenir, c'est quoi? C'est de générer des émotions négatives, positives. Donc, des propos incendiaires, des idées qui sont contre-intuitives. Il y a quelque chose d'intéressant dans les idées contre-intuitives. Oui. Puis il y a certaines études d'ailleurs qui se tendent à montrer que les fausses nouvelles qui ont un caractère plus sensationnaliste se répandent plus que les informations qui sont plus factuellement justes. Donc les fausses informations se répandent peut-être plus rapidement que les vraies. Il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là. Parce que bon, on n'est pas limité par les contraintes des faits quand on fait des fausses nouvelles. On n'a pas cette limite-là. Donc, on peut faire des trucs excessivement punchy, en bon français. Donc, l'environnement dans lequel on doit naviguer est complexe. Et dans ce contexte-là, faire ses propres recherches, faire ses recherches par soi-même, ça entraîne une certaine part de risque. Parce que on est dans un contexte où on ne sait pas le poids exact qu'on doit donner aux informations qu'on rencontre. Puis, étant donné que les médias sociaux, donc on est bombardé de plusieurs informations, puis étant donné que parfois le but des médias sociaux, c'est de nous engager émotivement, eh bien, parfois on va être en colère, on va trouver une chose très drôle, puis tout ça. Puis il y a plusieurs études en psychologie qui tendent à montrer que dans ces contextes-là, mais parfois, peut-être qu'on se laisse plus guider par une pensée qui est davantage de nature heuristique, donc qui va peut-être rapidement, puis qu'on est moins porté à faire une analyse approfondie de l'information. Donc là, je réfère à quelque chose comme un système 1, un système 2, mais ça ne vaut pas nécessairement la peine de rentrer dans les détails là-dessus. Pour voir l'avantage que la confiance épistémique envers les experts peut générer par rapport au fait de simplement s'appuyer sur des experts, on peut se tourner vers les travaux de Jeremy Fentel. Jeremy Fentel soutient qu'il faut distinguer des croyances de deux types. En fait, on peut distinguer les croyances sur deux axes. Donc, il y a un axe qui est à quel point je suis certain par rapport à ma croyance. Par exemple, quand je suis parti de chez moi tout à l'heure, il y avait un peu de neige qui tombait. Si tu me demandes à quel point tu es certain qu'il neige en ce moment, peut-être que j'évaluerais ma croyance à 60%. Je suis pas trop certain. Il tombe un peu de neige, il en tombe peut-être plus. Je crois qu'il neige, mais mon niveau de certitude est faible. Donc ça, c'est un premier axe. À quel point je suis certain de ma croyance. Puis un autre axe, c'est à quel point il serait facile pour moi de changer d'idée par rapport à ma croyance. Donc à quel point je la tiens fermement, cette croyance-là. OK. Dans le cas de la neige dehors, eh bien, je veux dire, si on sortait de ce bureau sans fenêtre où on enregistre et que j'allais à une fenêtre en ce moment puis que je voyais qu'il neige pas, ben, j'abandonnerais ma croyance tout de suite. Puis là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux axes-là, l'axe de la certitude, à quel point tu es certain de ta croyance, puis à quel point ça serait difficile pour toi de lâcher, parfois ne coïncident pas exactement. Oui, évidemment, c'est ce que tu allais dire. Donc, Jeremy Fentel donne un cas classique, je pense que c'est intéressant d'y revenir. Imagine que quelqu'un me montre une pièce de monnaie, puis des deux côtés, c'est face. Je vois que c'est face des deux côtés. OK. Il la lance dans les airs, il fait faire plein de tours, il la ramène, il la met sur sa main, il la fait cacher. Puis là, finalement, quand il la révèle, c'est pile. On s'entend que avant qu'il me la révèle, si tu me demandais à quel point tu es certain que ça va tomber sur face. Ça a été très élevé. Ouais, excessivement élevé. Mais à partir du moment où ça tombe sur pile, tout s'effondre. Donc ça, c'est l'exemple d'une croyance qui est... dont j'ai un très gros niveau de certitude, oui. Mais en même temps... T'es prêt à changer rapidement. Exact. Puis à l'inverse, il y a des croyances par rapport auxquelles non seulement j'ai un haut degré de certitude, mais en plus, ça me prendrait beaucoup de choses
pour en changer. Mhm. Par exemple, ma croyance que je suis à McGill en ce moment. Mhm. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive comme série de preuves pour qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive dans ce contexte-ci pour que finalement on en vienne à me faire douter du fait que que j'abandonne cette idée-là, que je suis à McGill en ce moment. T'es sur un territoire autochtone. Oui, non cédé d'ailleurs. Mais, dans ce contexte-là, ça serait très difficile pour moi de me faire abandonner cette croyance-là. Donc, Mhm. il semble que y a des croyances qui sont... j'ai un haut niveau de certitude dans ma croyance, mais je pourrais l'abandonner facilement. Mhm. Puis dans d'autres cas, non. Mhm. Puis donc, mon idée, c'est que quand un expert sur qui je m'appuie simplement dit quelque chose, Mhm. dans certains cas, ça va me donner un haut degré de certitude. Mhm. Je vais adopter la croyance qui vient de son témoignage, sur la base de son témoignage, puis je vais avoir un haut degré de ma croyance. Je vais être très certain de ma croyance. Mhm. Mais par contre, ça veut pas dire que c'est une croyance que je vais tenir très fermement. Mhm. À partir du moment où quelqu'un m'amène un témoignage contraire, convaincant, je vais peut-être vouloir l'abandonner directement. Ouais. Puis moi, je pense que la confiance épistémique, non seulement peut donner un haut niveau de certitude dans ma croyance, mais aussi peut donner lieu à des croyances qu'on n'abandonne pas facilement, que j'abandonnerai pas facilement. Mhm. Pourquoi? À cause des raisons préemptives dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Parce que la raison donnée par l'expert balaie mon évaluation propre de la preuve par rapport à la croyance en question. Mhm. Donc, je pense que c'est sur ces deux axes-là, quand on divise cette croyance de cette manière-là, dans le fond, la croyance qui vient d'un expert public en qui j'ai confiance, et non seulement une croyance avec laquelle j'ai un haut degré de certitude, mais aussi une croyance que je tiens plus fermement que d'autres croyances. Puis ça peut faire justement que quand je suis mis face à une personne qui m'exprime un propos contraire à cette croyance-là, comme dans l'exemple du départ de mon ami, même si je suis pas capable de contre-argumenter, ma confiance me donne des raisons de ne pas abandonner ma croyance dans ce contexte-là. Mhm. Ça peut même aller à l'inverse. Hein. Imagine quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des spécialistes de la santé publique, par exemple, du Québec. Ouais. Jamais entendu parler d'eux, donc il n'y a pas d'opinion sur eux. Mm-hmm. Mais qui a une opinion déjà un peu rébarbative, un peu... il ne fait pas confiance aux institutions publiques parce qu'il considère que, par exemple, ils ont tendance à toujours tenter de nous exploiter, par exemple. Supposons que c'est ça son point de départ. Mm-hmm. Et que là, aussitôt que ta santé publique dit X, voici la chose à faire, prend son réflexe premier, c'est de dire c'est probablement exactement l'inverse qui doit être le vrai. Et là, tu fais des recherches, et là, après ça, tu trouves... parce que tu as une raison, c'est l'inverse, une raison préemptive. J'ai une raison, puisque la personne me dit, d'avoir la croyance inverse. Et là, tu fais des recherches, et là, tu tombes dans le rabbit hole qui est infini d'Internet, où tu peux avoir toutes tes positions, et quand ça va corroborer le sentiment que tu as, tu vas étudier, trouver, renforcer cette idée-là. Et là, elle va être tellement plus renforcée que l'autre que finalement, tu vas adhérer à cette nouvelle conception du monde-là. C'est très juste ce que tu dis, Kevin. Je pense que, honnêtement, j'ai pas trop pensé à cette question-là, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que nos théories sur la confiance doivent pouvoir expliquer de manière symétrique la méfiance. Ah oui, c'est ça, ouais. Puis dans ce sens-là, peut-être que la méfiance te donnerait des raisons préemptives de ne pas croire. Mm-hmm. Donc, tu aurais des raisons de ne pas croire ce que l'expert dit. Mais en même temps, ça te pousse à faire tes recherches. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a un filon très intéressant que tu soulèves là. Mm-hmm. C'est sûr que ça a un impact. D'ailleurs, si on regarde la pandémie planétaire, les endroits où ils s'en sont le mieux tirés, en règle générale, c'est des endroits où il y avait un haut niveau de confiance dans les autorités publiques. Puis les communautés qui ont des historiques plus difficiles, donc qui ont vécu de la discrimination ou un passé d'exploitation par rapport aux autorités médicales, évidemment. Moins de confiance. Se pliaient beaucoup moins aux mesures sanitaires et mouraient souvent de manière disproportionnée. Aux États-Unis, c'est avéré, puis dans plein d'autres pays. Donc on voit que c'est pas juste deux philosophes avec... Bon, on est deux philosophes avec notre... les bras sur le fauteuil, armchair, mais il semble qu'il y a des sciences, il y a des données empiriques qui corroborent cette idée-là. Parfait. Donc, OK, ça peut être dangereux. Ça, c'est la première raison pourquoi on devrait croire, on devrait avoir confiance plutôt que juste s'appuyer. Est-ce qu'il y a une autre raison que j'imagine, mais peut-être tu pourras m'éclairer là-dessus, qui est
comme on peut pas le faire, on peut pas tout faire. Et là, en tant qu'étudiant au doctorat, on sait que je pensais que je connaissais un sujet, maintenant je me rends compte que je le connais pas et que je le connais de moins en moins. On doit faire une division du travail. Et que la meilleure chose qu'on a, c'est avoir un expert, puis un expert qui mérite notre confiance. Il y a des experts peut-être qui ne méritent pas notre confiance, mais quand on a des bonnes raisons de croire, donc c'est d'une institution publique qui veut le bien de la population et qu'on croit qu'ils veulent le bien de la population, qu'on doit avoir confiance. Donc, on fait une division du travail. Je n'ai pas à m'occuper à étudier la pandémie, acheter une pandémie. J'écoute ce qu'on me dit et je fais mes recherches sur autre chose où je vais pouvoir contribuer à ce que d'autres personnes connaissent mieux d'autres choses. Donc, j'imagine la question de division du travail est extrêmement importante parce que sinon, on ne peut plus rien faire si on doit contre-vérifier toute information qui nous est dite. Oui, donc tout à fait. Je pense que cette vision du travail épistémique dont tu parles est très intéressante dans ce contexte-là, est très importante, étant donné, comme on l'a dit, là, on vit dans une société avec des savoirs excessivement sophistiqués. Mm-hmm. Le moindre petit élément de notre vie quotidienne est étudié par des gens très sérieux, en règle générale. Donc, en effet, si j'ai pas confiance dans les autorités publiques, si j'ai pas confiance dans plusieurs experts, eh bien, il semble que je serais pas un citoyen tout à fait raisonnable si j'étais face à mon ami, si je n'étais pas allé faire moi-même une recherche exhaustive sur le sujet. Mm-hmm. J'aurais soit accepté que je suis irrationnel dans ma croyance, puis je l'aurais maintenu de cette manière-là, ou j'aurais dû passer plusieurs heures, voire jours, pour essayer de rattraper son niveau d'information sur ce sujet-là, puis là, peut-être que j'aurais été capable d'arriver à quelque chose. La confiance me sert de raccourci d'une certaine manière, puis je me dis non, je m'en remets à cette personne-là, puis non seulement cette personne-là a plus de cette personne-là est probablement vrai, mais en plus, il y a davantage de chances que j'en vienne à commettre une erreur puis à quelque chose de faux si je fais mes recherches par moi-même. Donc, effectivement, ça serait une vertu de ça, serait une vertu de la confiance épistémique, c'est de permettre une certaine forme de division du travail sans être irresponsable d'un point de vue épistémique, puis de ne pas passer du temps à contre-vérifier, à prendre certaines précautions face à tous les nombreux éléments de complexité de notre vie quotidienne. On ne réalise pas parfois, mais les experts donnent aussi des témoignages sur les enjeux de sécurité par rapport aux aliments. Si on ne fait plus confiance à ces gens-là qui évaluent si l'alcool que je bois est frelaté puis va me tuer ou si le lait... Il faudrait tester à chaque fois qu'on boit de l'alcool, à chaque fois qu'on boit du lait. Ouais. Non, effectivement. Mais ça, c'est plate. Les gens ne feraient pas ça. Ils n'auraient pas tendance à avoir des espèces de théories, puis il y aura peu de choses qui vont qui vont corroborer leur théorie que l'alcool du Lassac est frelaté. Donc, beaucoup de personnes vont devenir aveugles s'ils en boivent. Donc, j'imagine c'est un endroit un peu plus caché où c'est plus difficile d'avoir des chiffres clairs, là. Comme dans une pandémie, par exemple, où l'information qu'on a est toujours en différé. Et là, quelqu'un dit quelque chose, mais là, est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'on compte une personne morte de la COVID? Cette question-là est excessivement difficile, alors qu'elle semble évidente. Mais de quoi elle est morte? On identifie la cause, et si elle est morte de la COVID, c'est pas du tout comme ça qu'on les identifie. Donc, puis on peut partir avec ces appréhensions-là, faire des recherches, puis finalement, on se rend compte qu'on n'a même pas les bases de savoir comment est-ce qu'on compte une personne qui est morte de la COVID. Oui, donc... on a dit plutôt la confiance entraîne beaucoup de vulnérabilité. Puis une explication, je pense, de pourquoi il y a autant de discours qui s'opposent au récit officiel des autorités publiques, c'est aussi parce que les gens semblent excessivement vulnérables puis dépossédés de ces éléments-là. C'est tellement compliqué. Comme tu l'as dit, même évaluer la mortalité par rapport à une maladie comme la COVID, c'est très, très, très compliqué. La personne avait un cancer, mais la COVID a probablement, je sais pas moi, fait survenir son décès un peu plus tôt. Parce que ça, même d'un point de vue des autorités publiques, à un moment donné, il y a un point où tu dois faire des choix sur ce que tu vas... sur le degré de précision que tu vas aller chercher dans ces mesures-là. Donc, même ça, c'est très compliqué. Même les unités de mesure sont pas neutres. Exact. Donc c'est... Comme je pense que on n'a jamais dépendu, on n'a jamais été vulnérable par rapport à autant de gens pour arriver à nos fins quotidiennes. Puis même la personne la plus sceptique qui dit non, moi je crois à rien, indirectement, elle fait confiance à plein de gens dans son... Quand tu fais tes recherches sur Internet, tu as fait confiance à des gens que tu connais pas. Exact. Qui ont écrit ces blogs-là. C'est un peu ça. C'est un petit peu à ça qu'on en vient. Mais quand on dit faire ses recherches, comme on dit déjà, les algorithmes de recherche sont pas neutres. Oui. Donc ça, c'est un premier problème. Tu vas sur Google, ils sont pas par ordre alphabétique. C'est un problème qui est bien connu. Dans les médias sociaux, c'est encore pire, en règle générale. Donc,
effectivement, c'est pas que ces personnes-là ne font confiance à personne, elles font juste confiance à d'autres sources. Mhm. Et donc, c'est ça. C'est pas est-ce qu'on fait confiance aux experts ou pas, c'est est-ce qu'on fait confiance aux experts ou confiance aux non-experts. C'est un peu ça la question, en fait, qu'on doit se poser au final. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a personne, en tout cas, il y a une très faible minorité de la Terre qui a la capacité d'évaluer c'est quoi une réponse adéquate à une pandémie mondiale. Ça demande un degré. Il n'y a sûrement aucune personne sur Terre. Ça va être un groupe de personnes avec avec un nombre de connaissances assez élaboré, mais probablement à plusieurs. Donc, même eux vont se faire confiance mutuellement par rapport aux éléments qui sortent de leur champ d'expertise. Puis ensemble, parfois, ils vont en arriver à une recommandation qui, après ça, va être transmise par un expert public. Donc, l'expert public, tantôt, je parlais de la confiance envers les experts publics, mais même eux font confiance à d'autres mondes. Ils font confiance aux méta-analyses, ils font confiance justement aux chercheurs exact. qui ont déjà fait des recherches sur d'autres pandémies qui sont pas exactement la même pandémie, puis là, tu as à pondérer ce que la pandémie ressemble à la nôtre, etc. Donc, puis là, j'étais un peu vite en disant qu'ils font confiance aux méta-analyses parce que selon ma notion de la confiance, ça s'adresse à des individus. Tu peux faire confiance aux chercheurs qui ont écrit la méta-analyse. Ça donne une idée de pourquoi peut-être c'est aussi séduisant. Puis peut-être qu'il y a 400 ans, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de connaissances disponibles. Les gens savaient moins de choses, mais avaient peut-être une plus grande autonomie épistémique qu'aujourd'hui. D'une certaine mesure, tu peux plus facilement peut-être savoir comment fonctionne ton quotidien. J'ai aucune idée comment fonctionne mon ordinateur, le micro que j'utilise pour te parler, la mécanique même de mon vélo. Si tu me pousses très compliqué, assez loin, même ça, c'est devenu très compliqué. Donc, le niveau de raffinement des connaissances devient tellement important que finalement on est dépossédé de la connaissance de notre environnement. Ouais, exact. Donc je pense que ça répond un peu à ta question de départ. Et donc là, si on vient avec ton exemple, tu es dans sa soirée avec ton ami, et là, comment est-ce que tu réagis à ce que cette personne dit en fonction de ce qu'on vient de décrire, peut-être pour faire un petit wrap-up de ce qu'on vient de présenter. Donc, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que j'ai commencé avec l'idée de l'ouverture d'esprit. Mm-hmm. Puis dans le fond, l'idée fondamentale, c'est que la confiance envers les experts me donne des raisons de ne pas être tout à fait ouvert d'esprit par rapport à certaines croyances. Mm-hmm. Ce que j'appelle des croyances que je tiens fermement. Ce qui veut dire que je ne suis pas tout à fait ouvert d'esprit par rapport à cette croyance-là. Puis la question qu'on pourrait se poser, c'est comment j'ai réagi face à mon ami. Bon, à cette époque-là, j'avais pas encore fait toutes ces recherches-là, mais je pense que dans la mesure du possible, la pire réaction qu'on peut avoir, c'est une réaction de mépris, de dénigrer l'autre personne qui nous exprime ces croyances-là. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui, comme je l'ai dit au départ, on était tous dans une situation difficile. Il y a beaucoup de gens qui souffraient d'isolement, qui en souffrent encore. C'est un problème immense, la solitude, puis tout ça. Donc, clairement, c'est pas parce que je dis qu'on devrait ne pas être ouvert d'esprit par rapport à certaines croyances que c'est une licence pour agir d'une manière négative par rapport à cette personne-là. Donc, peut-être que ce que ça veut dire dans le contexte, c'est que je peux expliquer mon raisonnement à mon ami. Je peux expliquer pourquoi je m'en remets aux experts. Peut-être que je pourrais faire l'exposé qu'on vient de faire depuis 1h20. Ce serait peut-être un peu long. Peut-être que finalement, il serait parti. C'est lui, finalement, qui aurait décidé de mettre fin à la conversation. Mais une chose est sûre, je pense que le fait de dire que la confiance peut générer des croyances par rapport auxquelles on est ouvert d'esprit n'est pas une raison pour agir négativement face aux autres personnes, puis pour les exclure. Je pense que c'est vraiment, d'un point de vue, mettons, si je vais faire ça plus largement éthique, je pense qu'on a dans la mesure du possible, du tolérable, parce que c'était pas toujours facile de vivre avec des personnes qui avaient des idées très, très, très alternatives sur ces sujets-là. Je pense que la meilleure option, la plupart du temps, c'est quand même de les inclure, puis de continuer à être en dialogue avec ces personnes-là, puis de pas les traiter comme des niaiseux, parce que c'est pas parce qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions par rapport à certaines choses, parce que moi je m'en remets à des experts puis qu'eux ils s'en remettent à d'autres mondes, que ça fait d'eux des êtres humains qui valent moins. Parce que l'exclusion est probablement une des causes de pourquoi les gens se tournent vers d'autres choses. Puis aussi parce qu'on n'est pas tous égaux dans notre capacité à faire confiance. Puis c'est pas pour des raisons qui dépendent tout le temps de nous. Je le disais plus tôt, beaucoup de communautés qui ont vécu la discrimination de manière historique, même à ce jour, des gens racisés, des communautés marginalisées, etc. C'est démontré
qu'en règle générale, il avait tendance à faire moins confiance aux autorités publiques. Puis ils ont des Mhm. très bonnes raisons de ne pas faire confiance aux autorités publiques dans certains cas. Donc c'est pas... c'est encore une situation où on semble être tous égaux. On se dit, mais t'as qu'à faire confiance à Arruda. Mhm. Bon, dans mon cas, j'étais un peu déçu. Mais on dit, t'as qu'à faire confiance à Arruda. Mais c'est pas vrai qu'on part tous avec la même capacité à faire confiance. Puis il y a des gens d'ailleurs qui pensent qu'il faut analyser la confiance comme... Tu sais, moi, c'est vraiment un aspect... C'est très relationnel. C'est genre, Alexis fait confiance à Kevin. Mhm. Mais il y a aussi quelque chose peut-être de l'ordre d'une vertu de savoir faire confiance et Mhm. de savoir se méfier quand il faut. Puis, dépendamment du contexte dans lequel tu as évolué, puis dépendamment de l'histoire de ta communauté, puis des récits qui t'ont été transmis, ben, ça se peut que ce soit beaucoup plus difficile pour toi de faire confiance que pour d'autres. C'est un autre exemple d'un truc ça peut avoir des conséquences navantes si t'en viens à pas porter ton masque puis à causer un préjudice à d'autres personnes, mais ça veut pas dire qu'on est qu'on était tous sur le même pied d'égalité dans notre capacité à le faire. Mhm. Je pense que sur cette note très positive, en fait, je vais te remercier pour l'exposé super concis et j'inviterai aussi les gens à aller voir l'autre podcast que tu as fait. Je vais mettre les informations dans la description où tu as été plus en détail peut-être dans ta définition de la confiance, où tu as abordé plus de cas, donc je pense que ça vaudrait la peine pour compléter ici. Et merci beaucoup Alexis d'être venu à Parlons Éthique. Merci beaucoup, Kevin. C'est un plaisir.